sur le fonds local des bibliothèques d'Amiens Métropole, historique et catalogue. Et puis la dernière conférence sera le 16 mai et elle aura pour thème donc les recherches en cours sur la langue picarde en France et dans le monde. Une conférence qui sera présentée par Christophe Ray, donc professeur de linguistique à l'université Picardie-Jules Verne, et Jean-Michel Éloi qui sera de nouveau avec nous pour cette conférence. Voilà. Voilà. Donc, sinon, il y a quelques dépliants qui sont édités et qui sont à votre disposition, donc sur lesquels vous retrouvez les dates et les heures de ces conférences. Voilà. Merci Jean-Michel. Bon, écoutez, si ça ne vous dérange pas, bon, je crois qu'on peut ajouter quand même que le programme de la dernière conférence risque d'être un petit peu aménagé, ce qui me semble qu'il y a encore un petit peu de flou. Oui, oui. Allez, je mets ce moment sous les auspices d'une pensée pour Jacques Landrecy, qui est en très mauvaise posture. Alors, mon titre, Le Picard à l'université, peut recouvrir pas mal de choses assez différentes. Ce qui fait que je vais être obligé d'analyser un petit peu. Ce qui caractérise l'université, c'est que l'enseignement est en lien avec des recherches. Donc, il faudra parler d'enseignement et de recherche. Et chacun de ces termes est aussi à analyser. Enseigner le Picard, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'enseigner à pratiquer la langue ou bien d'enseigner des connaissances sur la langue? Il faudra préciser. Et quant au terme recherche, il inclut aussi des aspects assez divers, les objets scientifiques que l'on se donne, les questions et débats, les productions scientifiques et les pratiques scientifiques. À chaque fois, on pourrait faire un exposé différent, si vous voulez. Tout ça, de plus, pour l'éclairer, pour l'expliquer, demande une perspective historique. Bon. Puisque le passé, souvent, est explicatif, et une autre perspective qui est une perspective sociale. C'est-à-dire que comment tout ça se situe-t-il dans le fonctionnement de la société? Et il faudrait en plus comparer avec ce qui se fait pour d'autres langues. Alors je dis tout de suite, c'est un aspect auquel j'ai renoncé, ce sera pour une autre fois. Tout ce qui a du sens pour nous aujourd'hui, tout ce qui fait sens dans le contexte, hier ça avait un autre sens, demain ça aura un autre sens. Autrement dit, ce contexte où les choses nous paraissent naturelles demande une vision, hein, et cette vision d'un univers de sens, c'est ce que j'appelle les idéologies linguistiques. Tout ce que je vais vous raconter prend sens dans un certain paysage d'idéologie linguistique. Les conceptions que l'on se fait de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est que ce monde plein de langues. Il y a encore une notion qui ne figure pas dans mon titre, mais qui est sous-entendue. Il me semble probable que vous vous attendez à ce que je parle du Picard dans les universités de la région où il se parle, et non pas ailleurs ou n'importe où. Or, cette notion de région est elle aussi très problématique, comme chacun sait, et cela rejaillit sur les questions linguistiques. Donc, nous avons du pain sur la planche. Et j'espère vous laisser sortir vers 22 h. Vous avez bien fait de prendre vos sandwichs. Alors, je commence par quelques éléments historiques. Des espèces de préalables, si vous voulez, mais qu'on est obligé d'égrener un peu. Il faudrait procéder à une histoire de l'intérêt savant pour le Picard. Bon. Alors, aujourd'hui, le discours savant est en grande partie universitaire, situation qui s'est constituée très progressivement au fur et à mesure que les universités se créaient. Bon. Comme vous allez le voir plus précisément par la suite. L'intérêt érudit pour le Picard, pour le fait Picard, on ne parle pas de langue, on parle d'un fait Picard, bon, remonte au XIIIe siècle. Pour ne citer que quelques grands noms, Roger Bacon, Thomas d'Aquin, en parle. Hein. Oui, alors tous les noms propres, je les ai écrits sur ce tableau, puisque ça peut aider à les entendre et à les mémoriser. Puis Charles de Beauvais au XVIe siècle. Et
on arrive aux érudits du XVIIIe siècle, comme Falconet et François Merlin et Grégoire, hein, en 1790, qui inaugurent l'ère moderne. Et remarquez que cet intérêt érudit continue aujourd'hui. Et je pense que nous avons dans cette salle quelques représentants de ces érudits qui étudient le Picard sans être universitaires par bonheur. L'essentiel peut-être dans la langue quand même n'est pas les érudits qui se penchent sur elle, mais les gens qui produisent de la littérature, qui produisent des œuvres. Et donc, il y a deux époques à distinguer. Une floraison littéraire au Moyen-Âge qui se passe dans le cadre de la langue française, de la langue françoise, hein, de la langue gallicana, de la langue d'Oïl. Il n'y a pas de langue picarde. Ça se passe à l'intérieur de la langue générale, si vous voulez, qu'on peut appeler une koinée. Et deuxième période, à partir du moment où cette langue commune exclut complètement tout ce qu'il y a de dialectal, eh bien, il se crée une littérature en picard et dans d'autres langues régionales aussi de France. Et qui, en fait, à ce moment-là, on peut parler de langue picarde et de littérature picarde, parce que de toute façon, à l'intérieur de la langue commune, ça n'est plus possible. D'où le rôle de François Cotigny, dit Brûle-Maison, qui est le premier auteur à avoir un véritable succès de masse et à inaugurer vraiment une espèce de reconnaissance populaire, si vous voulez, qui sera la caractéristique du mouvement romantique au XIXe siècle. Un deuxième petit chapitre préalable, c'est sur l'enseignement des langues. On n'a pas toujours enseigné des langues vivantes. L'enseignement scolaire des langues vivantes n'a pas plus de 2 siècles. On date généralement de 1829, l'introduction de l'enseignement de langues vivantes dans les écoles. Et bien entendu, c'était un pis-aller, parce que la seule chose qui méritait vraiment d'être enseignée, c'était les langues anciennes, le latin et le grec en particulier. Donc on n'enseigne pas de langue vivante avant le XIXe siècle. Mais le français non plus. Remarquez bien que on n'enseigne pas la grammaire française avant le XVIIIe siècle, à peu près. Puisque auparavant, la seule langue de culture, c'est le latin. Deux jalons pour repérer cela, si vous voulez. Restaud, en 1739, édite un abrégé des principes de la grammaire française, qui vise à aider les enfants à apprendre le latin. Et Laumont, en 1780, vous savez que c'est lui qui a donné son nom au vieux lycée d'Amiens, Laumont, en 1780, publie une grammaire française qui a pour but d'enseigner à écrire le français. Donc c'est au XVIIIe siècle que ça a basculé. Bien entendu, des exercices de rhétorique, on en a fait depuis 2000 ans. Là, je vous parle uniquement de grammaire. Troisième flash historique. On a annoncé qu'on parlait des universités de la région. Et on ne peut pas parler de la région sans évoquer les problèmes que pose ce terme. Au sein du mouvement culturel picardisant, on considère en général la région au sens du domaine picard, c'est-à-dire les 2/3 nord de la région Picardie, l'essentiel de la région Nord-Pas-de-Calais et le sud du Hainaut belge, picardophone. Tous les noms que je cite là, comme vous le savez, aucune de ces entités actuelles ne constitue des réalités stables à travers l'histoire. Les mots comme Picardie, Artois, Ponthieu, Hainaut, etc., si anciens que soient ces noms-là, constituent un cadre dynamique et déformable à travers le temps. Et comme vous savez, même à notre époque, ces entités administratives ne sont pas stabilisées, comme nous l'a rappelé le rapport Balladur de l'an dernier, le rapport de la commission Balladur, qui envisage de supprimer la région Picardie. Bien entendu, là, il y a une conséquence sur les gens, c'est que on se situe toujours par rapport au cadre qu'on nous offre.
Et donc, si ces cadres bougent, la façon dont les gens se situent bouge aussi. Concrètement, ça signifie que si je suis lillois, il est fort probable que j'aurai un autre discours, par exemple sur le ch'timi, que si je suis amiénois, ou d'Abbeville, ou d'Hirson. Donc tout ça, ça joue sur la façon dont les gens se représentent le paysage linguistique. Alors, j'arrive à un point qui est nécessaire, qui est l'histoire des universités de cette région. Au départ de l'histoire universitaire régionale se trouve l'université fondée à Douai en 1562 par Philippe II d'Espagne, liée à celle de Louvain fondée en 1426. Donc 1562, nous sommes au XVIe siècle et cette université est une arme de la contre-réforme. Douai est devenue française 105 ans plus tard, en 1667, et l'université de Douai va être, au cours du XVIIIe siècle, une des plus importantes du royaume, avec, en 1744, plus de 1700 étudiants à Douai. Une des plus importantes du royaume. Bon, je citerai les chiffres d'aujourd'hui par la suite. Alors, l'université de Douai est fermée en 1793, puis certaines facultés sont réouvertes en 1808. En 1854, il y a à nouveau une faculté des lettres à Douai, qui est transférée à Lille en 1887. Donc vous voyez que tout ça, c'est un paysage très très mouvant. Et l'université de Lille est créée en 1896. Elle a tout juste, elle a à peine plus qu'un siècle. Aujourd'hui, les 3 universités de Lille annoncent environ 60 000 étudiants. Donc vous voyez bien que le phénomène universitaire a changé de nature complètement au cours de ces périodes. Alors l'université de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis est créée entre 64 et 68. Actuellement, elle annonce environ 10 000 étudiants. L'université du littoral Côte d'Opale, créée en 91, implantée à Dunkerque, Calais, Boulogne et Saint-Omer, 11 000 étudiants. Et l'université d'Artois à Arras est créée en 92, elle annonce 16 000 étudiants actuellement. L'histoire universitaire d'Amiens commence sous le Premier Empire, puisqu'en 1808, il y a une académie d'Amiens. Il y a une faculté des lettres en 1810 jusqu'en 1816 et une école de médecine. Puis ça ferme, ça rouvre. Dans les années, il y a une longue éclipse, et dans les années 1960 se créent des collèges universitaires rattachés à Lille. En 1964, on recrée une académie d'Amiens. En mai 68, les collèges juridiques, scientifiques et littéraires s'autoproclament faculté, et l'université d'Amiens est créée officiellement au printemps 1969 et annonce aujourd'hui environ 23 000 étudiants. Donc vous voyez qu'il y a un paysage universitaire très consistant, et encore je laisse de côté l'université technologique de Compiègne, créée en 1972, et vous verrez la place que prend le Picard dans ce paysage universitaire consistant. Encore un point. La géographie des recherches sur le Picard. Dans cette région, les réalités institutionnelles concernant le Picard se situent exclusivement à Lille et à Amiens. Donc, les autres universités de la région ne sont pas concernées. Cela n'exclut pas que travaillent sur le Picard des chercheurs extérieurs, géographiquement. Alors, je vais citer Robert Loriot. J'avais écrit quelques noms ici aussi. Donc, Robert Loriot, qui était professeur à Dijon, tout en s'investissant fortement dans l'Atlas linguistique Picard. Karl Theodor Gossen à Zurich, Édouard Harkal en Autriche,
Innsbruck, je crois bien. Tim Poulet, encore récemment à Londres, ou Julie Auger à Bloomington, aux USA. Et on ne peut pas manquer de citer Raymond Dubois, décédé en 1963, qui était attaché de recherche au CNRS, donc chercheur et non pas universitaire, et qui a exercé une influence importante sur des chercheurs comme Roger Berger ou Fernand Carton. Fernand Carton constitue un cas particulier, puisqu'il a mené sa carrière universitaire à Nancy. Il est même devenu président de l'université de Nancy, tout en gardant des liens très forts, y compris associatifs, avec son Roubaix d'origine. Et arrivé à la retraite, il s'est rattaché au Centre d'études Picard de Damien, dont il fait toujours partie. Et nous veillons à ce qu'il travaille bien. C'est pas parce qu'on a 91 ans qu'on doit ralentir son travail. Bon. Jacques Choran aussi, qui est décédé en 2009, qui était à Paris 13, était aussi associé au Centre d'études Picard d'Amiens. Et puis, il faudrait citer encore d'autres relations, disons, excentrées sur le plan géographique, comme par exemple, quand on me propose d'être dans un jury de thèse en Champagne d'un japonais qui travaille sur le champenois et le picard médiéval. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas astreint à la géographie, c'est quasiment la nature même du monde universitaire que de ne pas être strictement localisé. Donc il faudra se demander pourquoi on s'intéresse au Picard à l'université en Picardie. La chronologie des postes. Alors, à l'université de Lille, oui, je vais donner, c'est Yuli Kawaguchi. À l'université de Lille, le premier titulaire d'une chaire de langue et littérature picarde et wallonne, en 1892, c'est Ernest Langlois. C'est un médiéviste, c'est un chartiste, un éditeur de textes médiévaux. Et sur toute sa carrière, il voit passer un seul travail de dialectologie, celui d'Henri Vier, en 1906. Vocalisme du Patois d'Armentières. Son successeur, Charles Guerlain de Guerre, est un vrai dialectologue, élève de Joseph Bédier, enfin de la grande école de dialectologie française, si vous voulez, y compris Jules Déron, qui fait le premier à classe linguistique de la France. C'est un spécialiste des parlers normands, et il succède à Langlois dans des conditions administratives difficiles, professeur d'enseignement secondaire, nommé à Lille, chargé d'un cours de Langlois pendant l'occupation allemande. Il fait des cours pour étrangers, il fait des cours de vacances à Boulogne et Calais, enfin, si vous voulez, une carrière universitaire assez agitée, avant d'être nommé professeur titulaire de grammaire et philologie française en 1929. Il n'est pas professeur de Picard ou de dialectologie, ou hein, professeur de grammaire française. Il mène en 1931 une enquête sur les parlers populaires du Nord, et il n'a jamais réussi à créer un cours de dialectologie dans son institution, bien qu'il ait fait de nombreuses conférences. Nous sommes donc là arrivés à la Deuxième Guerre mondiale. Jean Babin, recruté en 1948, est dialectologue, lui aussi, disciple de Charles Bruno, un peu comme René Debry ici. Il a fait sa thèse sur des parlers champenois, et il part assez rapidement, en 1955, à Strasbourg. Mais, dans les quelques années où il a été à Lille, il a pu créer un enseignement propre au Picard, de dialectologie du domaine Picard. Et il dirigeait quelques mémoires de diplôme d'études supérieures. Alors, il a pour assistant Henri Roussel, qui devient maître de conférence en 1957 et professeur en 1960, jusqu'en 1984. Et Henri Roussel a marqué toute une génération de gens qu'il a formés. Et avec lui, la dialectologie est une discipline à part entière à Lille, surtout la phonétique, hein, comme ça se faisait à cette époque-là. Et donc, c'est les années 60 et 70 qui sont complètement sous la coupe d'Henri Roussel à Lille. Puis viennent Roger Berger. Roger Berger, c'est quelqu'un qui est encore actif aujourd'hui.
médiéviste et dialectologue. Et il a fait une œuvre extrêmement importante sur la vie littéraire à Arras au XIIIe siècle. Il a publié avec Annette Brasseur et Denise Poulet, dialectologue également. Enfin, Jacques Landrecy était ces dernières années seul en action à enseigner le picard à Lille. Il appartient au Centre d'études médiévales et dialectales. Vous voyez, médiévale et dialectale, c'est une image moyenâgeuse, si vous voulez, qui domine ce paysage linguistique. Et il existait jusqu'à 2006 une mention de licence intitulée Langue et culture régionale de Picard, mais la dernière réforme a balayé ça et les cours ont continué sous d'autres formes. En bref, sur l'île, ce qui domine, c'est la littérature, et particulièrement la littérature médiévale, et un enseignement concernant le picard se dégage partiellement et avec peine de l'enseignement de la littérature médiévale. À Amiens. Alors, à Amiens, l'université est donc créée en 69. Dès 1971, la faculté des lettres crée le centre d'études picardes. Le doyen, c'est André Crépin, qui est un angliciste médiéviste. Et il crée ce centre avec Jacqueline Picoche, qui a été professeure de linguistique à la faculté jusqu'à 1987. Elle a fait également une thèse de lexicologie médiévale et une thèse secondaire dialectale. René Debry était dans l'équipe aussi du départ. Il a fait une thèse de dialectologie avec Charles Brugnot, comme celle. Et il a été rejoint ensuite par Michel Crampon, grand amateur de théâtre médiéval. Debry et Crampon étaient en poste, l'un comme professeur, l'autre comme maître de conférence, à l'IUT. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont jamais eu de poste à la faculté des lettres, ce qui nous dit quelque chose quand même sur la place du picard à la faculté des lettres. Vous voyez, c'est pas par hasard. Alors, le centre d'études picardes qui a été créé était interdisciplinaire. Il associait différentes spécialités, linguistique et dialectologie, mais aussi littérature, histoire, géographie, ethnologie et folklore, etc. Et il incluait des personnes qui n'étaient pas universitaires. Or, la recherche a été réformée au cours des années 90, de telle façon que il n'était plus possible, d'une part, que les équipes existent grâce à des personnes non universitaires, et d'autre part, qu'un universitaire appartienne à deux équipes à la fois. Donc vous imaginez, un jeune sociologue, par exemple, s'est trouvé de fait obligé d'être dans l'équipe de sociologie et non pas dans des équipes interdisciplinaires comme le centre d'études picardes. Résultat, le centre d'études picardes ne pouvait plus continuer sur la formule précédente. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé l'ESCLAP, Laboratoire d'études sociolinguistiques sur les contacts de langue et la politique linguistique, qui inclut le centre d'études picardes. Donc c'est une équipe de sociolinguistique qui, depuis 10 ans, inclut le centre d'études picardes comme un de ses axes, de ses sous-équipes. En résumé, à Amiens, ce sont des linguistes qui ont fait le travail concernant le picard, médiévistes et dialectologues, mais linguistes. Alors, les cours de picard à l'université d'Amiens. D'abord, il existait des cours de picard à l'école normale, créée par... Je vais tourner la page. Créée par Robert Emmerich et aussi M. Desplanques, dont je ne me rappelle pas le prénom. Donc, il y avait des cours à l'école normale.
Puis, à partir de 82 ou 83, il y a des cours de Picard à la faculté des lettres d'Amiens. Alors, il s'agit d'une unité interdisciplinaire ou extradisciplinaire, c'est-à-dire que des étudiants de toutes les facultés peuvent venir suivre ce cours. Et effectivement, on a eu des chimistes, des mathématiciens, des informaticiens, des historiens, souvent des historiens bien sûr, etc. Alors les cours ont été assurés successivement par René Debry, Michel Crampon, Philippe Pochet, Emmanuel Désiret, Pierre Rivard, Olivier Caudron, Josiane Yves, Jean-Marie François, Alain Dawson, Jean-Luc Vigneux, moi-même et Fanny Martin à partir de cette année. Et je crains vivement d'en avoir oublié un ou deux, ce qui me fera des ennemis mortels, mais vous avez une idée en tout cas de la diversité des gens. Toutes ces personnes, à part Emmanuel Désiret et moi, sont chargés de cours à la faculté de lettres. Personne n'a jamais été recruté à l'université de Picardie en tant qu'enseignant de Picard. Ça n'existe pas. Hein. C'est quand même, là encore, significatif. Et cet enseignement a toujours été dans des dispositifs un peu accessoires, du type UV libre, UV ça veut dire unité de valeur, UV extradisciplinaire, UV d'ouverture, etc. Et les UV extradisciplinaires, ce sont des matières en quelque sorte moins académiques. Par exemple, des initiations à des langues comme l'arabe ou le chinois, ou du théâtre, ou du sport, ou différentes activités culturelles moins académiques, si vous voulez. Voilà le statut de ces cours. Bien qu'à la faculté de lettres, on fasse des cours tout à fait académiques, si vous voulez, tout à fait sérieux, quoi. Pendant 2 ans même, cette UV Picard a pu se dérouler sur 2 niveaux. Et donc, dans la 2e année, on faisait de la pratique de la langue. Parce que sinon, le volume horaire, alors le volume horaire était de 92 heures annuelles au départ, puis un beau jour on nous a annoncé que ça passait à 48 heures annuelles, bon. Puis de réforme en réforme, nous en sommes actuellement à 3 cours semestriels de 18 heures chacun, en première et deuxième année de licence. Donc 3 cours de 18 heures. Alors, ces cours sont consacrés à, premier cours, une approche interdisciplinaire des réalités régionales. Histoire régionale, géographie régionale, ethnologie et pas mal de sociologie du langage. Et aussi découverte de la langue. Le 2e cours porte sur la langue, donc c'est un cours de linguistique, picarde. Et le 3e cours porte sur la littérature, donc c'est un cours de littérature. Bon. Les effectifs d'année en année oscillent entre 20 et 50 par cours. Parfois, les salles paraissent trop grandes, parfois les salles paraissent trop petites, et pourtant elles ne changent pas de taille. Et ces étudiants sont pour moitié indigènes, hein, de la région, et moitié extérieurs. Hein. On trouve des compétences en picard chez les étudiants dans la proportion de un cinquième, un quart à peu près. Il y a un quart des étudiants qui connaissent déjà pas mal de choses en picard. Les cours ont lieu en français et il y a peu de pratique orale du picard. Les étudiants viennent pour moitié de la faculté des lettres et pour l'autre moitié de facultés diverses. Donc, je réponds à une question que j'avais soulevée au départ. On n'apprend pas à parler picard principalement, sauf l'année où, la période où on a pu avoir 2 années de cours, et la 2e année était consacrée entièrement à la pratique. Mais au bout de 2 ans, on nous a interrompu ça. Bon. Et donc, pour l'essentiel, ces cours-là sont consacrés à apprendre des choses sur le picard.
sur l'île. Alors actuellement, il est difficile de se renseigner, d'autant plus que le contact avec Jacques Landrecy, compte tenu de ses ennuis de santé, n'est pas facile. Si vous cherchez sur le site de l'Université de Lille, vous ne trouvez rien concernant le Picard. J'y ai passé vraiment plusieurs heures, il n'y a rien, aucune visibilité, alors qu'il y a un cours de littérature, mais probablement passe-t-il sous forme de cours de littérature médiévale. Bien sûr, dans le passé, il y avait un vrai enseignement de dialectologie picarde à Lille. Voilà où nous en sommes. Alors, pourquoi parler d'enseignement du picard dans cette région? Autrement dit, qu'est-ce qu'on attend d'un enseignement du picard dans la région picardophone? Bon. Pour les personnes extérieures à l'université, mais là ça mérite peut-être d'être contredit, cet enseignement est la preuve, ou semble prouver, que le picard est une vraie langue. C'est ce que j'appellerais une démarche identitaire. On pense aussi volontiers que cet enseignement contribue à la vitalité de la langue. On appellera ça une démarche culturelle, si vous voulez, une espèce de militantisme culturel. Là encore, ça mérite d'être discuté. Pour les étudiants, ils y viennent, pour certains, par curiosité, pour un objet qui leur paraît... On en parle dans l'actualité française actuellement. Pour d'autres, c'est une démarche identitaire. Ils viennent se renseigner sur leurs racines. Bon. Et pour d'autres, c'est une matière un peu exotique, ou bien une langue de plus à découvrir. Et on a souvent des étudiants étrangers qui viennent suivre ces cours parce qu'ils se disent ah, on a deux langues pour le prix d'une finalement. Hein, on vient travailler en français, mais après tout, s'il y a une langue là, les étudiants étrangers ont moins de préjugés contre le picard que la plupart des étudiants français. Et ils viennent se renseigner tout simplement. Ce qui est clair, c'est que tout le monde voit dans les maquettes qu'il existe un enseignement de picard. Et déjà en soi, c'est important. Je dois vous raconter par exemple qu'il y a quelques années, en début de première année, il y avait une séance où on présentait aux étudiants les UV extradisciplinaires, hein, le choix. Bon, donc chaque porteur d'une UV extradisciplinaire venait présenter sa boutique devant les étudiants, devant un amphi de 600 étudiants. Je vous assure que c'est relativement dur à lire quand vous dites moi, je vais vous parler de l'UV langue et culture picarde et qu'il y a un énorme éclat de rire dans l'amphithéâtre. Je vous assure que ça fait un drôle d'effet. Alors, c'est sûr que c'était des gens qui ne savaient même pas qu'on pouvait s'intéresser sérieusement au picard. Quant aux enseignants, en première approche, je dirais que leur première motivation, c'est qu'ils pensent qu'il est important d'enseigner aux étudiants d'ici ce qui concerne leur environnement social, hein, dans tous les sens du terme. Donc c'est un intérêt pédagogique, et puis peut-être aussi, si on s'adresse à des citoyens en fait de la région, une espèce d'intérêt sociopolitique. Je vais revenir sur ce qui concerne les enseignants-chercheurs, mais vous voyez en tout cas qu'un même enseignement peut prendre des significations très variées. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de tracer un peu le paysage idéologique qui donne sens à cet enseignement. Dans la mesure où la place du picard est quand même très modeste dans les universités de la région, cela demande un éclairage essentiellement sur les obstacles. Et pourtant, au plan de la recherche, on peut dire qu'il n'existe pas de difficultés institutionnelles visibles spécifiques. Je dis bien visibles parce qu'en fait, de temps en temps, on se dit qu'il y en a quand même pas mal de difficultés institutionnelles, mais qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Vous savez, il est politiquement correct aujourd'hui d'être plutôt favorable aux langues régionales, ce qui ne change rien en profondeur. Bon. Je vous donne un exemple. Vous faites de l'informatique linguistique, ce qui est plutôt bien vu, alors ça c'est sérieux, informatique c'est sérieux. Vous faites de l'informatique linguistique,
sur un corpus, sur de la littérature picarde. Et vous avez un universitaire parisien qui vient là en mission d'évaluation et qui comprend que vous faites de la dialectologie. La dialectologie, c'est une discipline réputée vieillie. Je ne veux pas dire ringarde, mais, parce que ça ne se fait pas, mais c'est plutôt réputé vieilli. Autrement dit, il n'aurait pas dit ça si vous aviez travaillé en informatique linguistique sur le français ou l'anglais. Et là, il suffit que ce soit sur du picard et vous avez une étiquette qui est vieillie. Donc, derrière ça, il y a bien entendu des représentations de la langue. On ne peut pas avoir une réflexion moderne, d'actualité, tournée vers l'avenir et tournée vers la science, au plus noble sens du terme, quand on travaille sur le picard, pour certaines personnes. Bon. Donc, vous voyez, il y a quand même certaines résistances à vaincre. D'ailleurs, de façon générale, s'intéresser aux parlers populaires, aux cultures populaires, ou aux parlers régionaux, ou aux cultures régionales, tout ça dans l'université française, c'est pas très prestigieux quand même. Alors, je modifie un petit peu. En sociolinguistique, s'intéresser aux français parlés populaires, c'est effectivement un secteur important, mais les sociolinguistes, c'est un tout petit créneau par rapport à la linguistique, et la linguistique est un tout petit créneau par rapport aux études, aux humanités dans leur ensemble. Dans le sens opposé, dans le contexte régional, de nombreuses personnes ont une véritable sympathie, qui est là aussi d'ordre identitaire, pour ce qui concerne le picard, y compris des personnes venant d'autres régions ou d'autres pays, et donc il y a des initiatives concernant le picard qui rencontrent un accueil tout à fait positif. Alors, je vais vous rappeler brièvement un argumentaire qui justifie que certains universitaires étudient cette langue et l'enseignent. Je vais prendre 3 points principalement. Le premier, c'est l'importance de la variété picarde au sein de la langue d'Oïl et de la langue française. C'est-à-dire que on ne peut pas étudier le français sans avoir des connaissances sur le picard. Jacques Choran ou Jacqueline Picoche illustrent bien cette position. Jacqueline Picoche a coutume de dire qu'elle pourrait être dans n'importe quelle ville de France, elle ferait des cours sur le picard, puisque dans son enseignement d'histoire de la langue française, c'est nécessaire. Il faut ajouter en plus que Jacqueline Picoche, pure parisienne, passait ses vacances dans son enfance à Montdidier, exactement à Ételfet, et qu'elle parle toujours, je l'ai encore entendu il y a 15 jours, parler avec une réelle affection de ces informateurs, les gens du coin. Donc, il y a aussi un peu d'investissement sentimental dans sa démarche. Alors bien entendu, le picard c'est une langue, donc ça peut intéresser tout linguiste. C'est une langue romane, donc ça peut intéresser tout romaniste. C'est une langue gallo-romane, qu'on peut appeler aussi un dialecte d'Oïl. Ça peut intéresser tout francisant, tout dialectologue, tout enseignant de culture régionale. Deuxièmement, l'importance du fait régional dans le monde contemporain. Ça mérite étude, réflexion, et l'entrée linguistique est une entrée parmi d'autres sur la dimension régionale dans le monde contemporain. D'ailleurs, c'est aussi un paramètre éducatif, c'est aussi un élément de politique publique, le sentiment régional est un élément de politique publique. Le citoyen, l'enseignant, ont besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde où ils vivent. Tout ça, c'est sans promotion quelconque, c'est simplement que les citoyens, pour comprendre ce qui se passe, ont besoin de cette culture-là. Troisièmement, il y a aussi un discours, c'est autre chose, un discours d'ordre patrimonial, le devoir patrimonial qui souvent s'appuie sur l'argument de la biodiversité. Donc, de même qu'il faut garder la biodiversité, de même il faut garder la linguidiversité, si vous voulez. Bon. Et c'est un argument assez fort.
il reste que une des motivations est souvent aussi un certain engagement d'ordre identitaire de la plupart des enseignants que j'ai pu citer là. Je vais vous citer un épisode instructif qui date de 2003. En 2003, s'est présenté à la faculté de lettres d'Amiens la possibilité de créer une mention de licence de lettres intitulée Langue et culture régionale de Picard, comme à Lille, si vous voulez. Donc c'était, les étudiants allaient obtenir une licence de lettres, mention langue et culture régionale, une mention en plus, quoi. La maquette était prête et au point. Ça n'impliquait presque pas de frais supplémentaires parce qu'il s'agissait surtout de réorganiser les cours. Le président de l'université soutenait la démarche. Le ministère a donné son feu vert. Il n'y avait plus qu'à. Et c'est là que le conseil de gestion de la faculté des lettres a refusé de la mettre en œuvre. L'argument majeur, en admettant, vous voyez bien ce qui est naïf à parler d'arguments, en admettant que les arguments explicites soient les vraies raisons. Bon, admettons. L'argument majeur était le risque de localisme et de repli. Sous-entendu, alors que la littérature française est dans l'universel. Alors, j'ai pas mal travaillé là-dessus, et c'est assez étonnant que le français aujourd'hui se présente comme universel dans cette petite sphère, alors que, face à l'anglais, il défend au contraire le droit au particularisme, à l'exception culturelle. Et d'autre part, ce repli sur le français peut aller jusqu'à quelque chose d'ethniciste. Nous en avons dans la période actuelle un certain nombre de relents, et donc l'argument était vraiment très très faible, mais c'est au nom de ça, pour l'essentiel, que ça a été refusé à une forte majorité par le conseil de gestion de la faculté des lettres. Il faudrait ajouter d'autres aspects comme la grande ignorance des réalités régionales par les enseignants, dont la grande majorité, plus des 4/5e, ne réside pas dans la région Picarde. Et je vous laisse réfléchir à cet épisode. La langue régionale est académiquement légitime. Sur le plan de la recherche, je vous dis, pas d'obstacle explicite, mais enfin, elle n'est admise que si sa place institutionnelle reste bien marginale. Bon, c'est ce qu'on peut en tirer. Alors, je parle maintenant des recherches en cours actuellement. Je vais énumérer un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons à Amiens et qui ont lieu ailleurs. D'abord, un projet comparatif que j'appellerais les langues collatérales. Le rapport entre Picard et français, on le trouve dans des dizaines et des dizaines de situations linguistiques dans le monde. Je citerai par exemple, tout près de chez nous, entre l'anglais et le scots, entre l'andalou et le castillan, etc. Et donc nous avons travaillé, à partir de la situation picarde, à comparer et à essayer de tirer des lignes un peu généralisables concernant les langues proches et surtout les langues dont les développements historiques sont associés. C'est-à-dire que nous considérons les langues comme des constructions qui se développent au cours de l'histoire. Donc de ce point de vue-là, au même titre que les sociologues ou les ethnologues. Et donc là, il y a déjà 2 volumes qui ont paru, portant sur les domaines celtiques, le domaine roman, etc. On va bientôt sortir un volume sur les langues slaves, dans lesquelles donc nous avons travaillé sur ces rapports de langues collatérales que la situation picarde nous a fait produire dans un premier temps. Un deuxième projet concerne les terrains et enquêtes en Picardie, sous le nom de TELIP, et même TELIP 21, parce que c'est en Picardie au XXIe siècle, concernant les méthodes d'enquête à mettre en place, compte tenu des acquis récents de la linguistique.
Autrement dit, en 2010, on ne peut plus faire d'enquête comme on faisait en 1960, et il faut se mettre à jour, si vous voulez. Donc nous avons un deuxième colloque international sur ce sujet, fin janvier à Beauvais. Troisième projet, la thèse de Fanny Martin, qui est donc intégrée au projet TELIP. En gros, en une phrase, définir un sujet de thèse en une phrase, c'est quand même un peu audacieux, mais si les linguistes ne suggèrent pas des catégories du genre français-picard, comment est-ce que les gens organisent leur langage? Quelles sont les catégories que les gens produisent spontanément pour organiser leur façon de parler? Et Fanny exposera ses travaux et ses problèmes de thèse dans une prochaine conférence ici. Elle entrera dans le détail. La thèse d'Amandine Delacroix sur la lexicographie. Et alors, la lexicographie, vous verrez qu'elle est un peu liée à un autre projet qui s'appelle Lexipla, et en partant de la lexicographie picarde, qui est très très abondante. Il y a plusieurs centaines de références de dictionnaires et glossaires picards. La thèse de Lyudmila Smirnova, ici présente également, comme Amandine. Alors, Lyudmila nous vient de la République Mari en Russie, où l'on parle une langue apparentée au finlandais, une langue finno-ougrienne. Et son sujet, c'est peut-on comparer la situation russe-Mari avec la situation français-picard? Et je dis bien, peut-on comparer? Ce qui signifie qu'on s'interroge pas seulement sur les réalités, mais peut-être surtout sur les critères et les concepts de la comparaison. Je continue. Nous avons mené ces dernières années, donc Christophe Ray principalement, le projet Picard Text, et ça nous mène à avoir aujourd'hui un autre projet qui s'appelle TLP. Oui, alors, les administrateurs de la recherche nous amènent à donner des noms à chaque projet. Alors ça devient des espèces d'êtres vivants que nous reconnaissons entre nous. Alors Picard Text, c'est transparent, c'est une base de données textuelle en Picard. Une base de données, ça veut dire qu'on a mis dans l'ordinateur des textes de la littérature picarde avec une masse, nous avons atteint environ 10 millions de mots. Et quand on a des pareilles masses de textes, les recherches qu'on peut faire grâce à l'ordinateur prennent un autre sens. On découvre des choses qu'on ne pourrait pas découvrir dans une lecture humaine avec un stabilo à la main. Donc, on est dans la linguistique informatisée, si vous voulez, et on prend modèle sur Frantext. Frantext, c'est une base de données textuelles de français qui a été constituée depuis une quarantaine d'années, au pas loin de 50 ans même, à Nancy, et qui s'élève à un peu plus de 200 millions de mots. Et à partir de Frantext, cette équipe du CNRS, une des plus grosses équipes du CNRS pendant un moment, a créé le Trésor de la langue française, TLF, qui est le plus grand dictionnaire et le plus scientifique jamais élaboré en français. Eh bien nous, sans complexe, nous faisons Picard Text et nous allons faire TLP, Trésor de la langue picarde, un dictionnaire du picard à base de corpus, avec des méthodes qui n'ont jamais été utilisées dans le cas de la lexicographie picarde. Alors je passe sur les intérêts que ça présente, par exemple le traitement de la variation. Pour un mot, on a parfois 15, 20, 25 formes différentes, graphiques et dialectales, et il faut réussir à maîtriser ça pour en faire un dictionnaire. Et on a aujourd'hui des collègues informaticiennes qui travaillent là-dessus, l'une de Strasbourg, l'autre de Toulouse, qui sont venues ici pour nous dire oui, ça c'est exactement un problème d'actualité en informatique, ça nous intéresse. Jean-Marie Braillon, qui fait un grand dictionnaire français-picard, a également rencontré ce problème, bien entendu. Je passe aux deux derniers. Nous avons un projet aussi sur un appel d'offres du ministère de la Culture
qui consiste à répondre à la question « Que se passe-t-il en Picard sur Internet ?» Donc il y a toute une étude qui est en train d'être menée là-dessus, qui sera finie en juin. Et enfin, un projet qu'on a intitulé Lexipla, lexicographie des petites langues. C'est-à-dire ce qui se passe dans la lexicographie picarde, nous voudrions voir étendre le point de vue sur la lexicographie d'autres langues de statut comparable au picard. Ailleurs, à Lille, un projet de phonologie du français régional et aussi du picard, mené par Cyril Laurent. À Toulouse, Anne Dagnac, qui travaille sur des questions de syntaxe, en particulier sur la phrase interrogative. Si vous voulez, son problème, c'est comment mieux décrire les phrases interrogatives du picard et d'autres langues romanes. À Londres, Tim Poulet, encore récemment, je ne sais pas actuellement ce qu'il fait, faisait des enquêtes sur les réalisations phonétiques dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la métropole lilloise en particulier. Aux États-Unis, à Bloomington, Julie Auger, qui travaille surtout sur des questions de syntaxe dans le cadre de la grammaire générative. Par exemple, sur ce qu'elle appelle le redoublement du sujet. Alors là, je mets des guillemets parce que je ne suis pas d'accord, mais on a des belles disputes, c'est intéressant. Julie évolue vers des questions de sociolinguistique. Elle s'intéresse à la variation, ce qui est original parmi les générativistes, et elle s'intéresse aux effets de normes aussi, ce qui est un terrain commun. Et je ne parle pas des étudiants français ou étrangers, hein, les étudiants qui font des dossiers, qui nous viennent d'Autriche, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, etc., pour faire un dossier sur le picard. Mais ça ne veut pas dire avoir l'ambition de créer forcément des nouvelles connaissances, bien entendu. Et puis certainement que je ne suis pas au courant de tout parce que de temps à autre on apprend « Ah tiens, il y a un tel qui fait un cours incluant le picard ». Alors je voudrais conclure, finir, sur la scientificité de ces travaux. J'ai parlé de travaux scientifiques. Peut-être que vous avez une réserve sur le mot scientifique ou une interrogation. Ce que j'appelle scientifique, c'est que on s'expose au jugement des pairs. C'est-à-dire que nos travaux, systématiquement, sont communiqués dans des revues et dans des colloques où ils peuvent être tout simplement refusés par le conseil scientifique. Chaque colloque accepte ou n'accepte pas des communications et en plus, au moment de publier les actes, accepte ou n'accepte pas le texte. Et ça arrive, je crois, à tout le monde, parmi les universitaires, d'avoir de temps en temps une communication refusée, et on n'aime pas ça. Bon. Deuxième, donc ce contrôle des pairs et le fait qu'on se met dans l'arène. On s'expose à la discussion systématiquement, c'est la règle du jeu. Et un deuxième critère qui me paraît absolument essentiel aussi, et qui nous distingue, qui distingue le métier qu'on fait par rapport à ce que font ce que j'ai appelé tout à l'heure les érudits, hein, qui sont extrêmement précieux dans un domaine comme le nôtre, bien entendu. Mais ce qui caractérise la recherche scientifique, c'est qu'à chaque pas, on poursuit deux objectifs. Certes, on travaille à décrire des réalités. Parfois, d'ailleurs, ce sont des réalités déjà connues. Et parfois, plutôt rarement, ce sont des réalités nouvelles, dont personne n'a jamais parlé. Et ça, c'est relativement rare dans le domaine des humanités. Certes, on décrit des réalités, mais on a le souci de faire progresser les concepts et les méthodes. C'est-à-dire que la recherche scientifique, elle s'intéresse en permanence à ce qu'elle fait, et pas seulement aux résultats de ce qu'elle fait. Bon. Et ça, je crois que c'est une caractéristique qui définit assez ce qu'on appelle la scientificité dans les sciences humaines. C'est pour ça que ce que nous faisons sur le picard peut intéresser la communauté scientifique internationale. Hein. Et à l'inverse, ce qu'on trouve sur le tagalog ou sur le mari ou sur n'importe quelle langue du monde, n'importe quelle situation linguistique, ça peut nous fournir de bons outils. Parce que il y a un intérêt central qui est les concepts et les outils et les méthodes. Bon. Donc, je vous donne un exemple.
ce qui se passe en Irlande du Nord ou en Écosse, l'Écosse avec ses deux langues régionales, le Scottish et le Scots, hein, qu'on appelle aussi le Doric ou le Lowlands. Ce qui se passe entre ces deux langues, ça s'éclaire particulièrement, on a publié des choses là-dessus, de la comparaison avec le picard et avec le breton par exemple. Donc cette circulation des concepts, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Troisièmement, on espère, on essaye, on s'inscrit volontairement dans le contexte d'une cumulation, d'une accumulation de connaissances. Certes, on ne le fait pas comme en chimie ou en biologie, c'est beaucoup moins direct, mais enfin, on a conscience que nos recherches participent d'une histoire collective des recherches en sciences du langage, et que, par exemple, certaines conceptions des langues au 19e sont aujourd'hui dépassées. C'est plus comme ça qu'on pense les choses aujourd'hui, et donc réfléchir sur les concepts nous amène à nous inscrire dans une histoire collective, si vous voulez, de la communauté scientifique internationale. Bon, je vais supprimer un petit topo que je pensais faire, mais sur la notion de langue et d'émergence de la langue. Hein. On va garder un petit peu de temps pour poser quelques questions. Et donc, en conclusion, si vous voulez, je dirais simplement que la position du Picard dans l'université est la résultante de toutes sortes de choses, de tendances idéologiques. C'est la manifestation de tous les débats et fractures des idéologies linguistiques de la société. Bon. Et dans cette mesure-là, donc, cette question du Picard de l'université est un poste d'observation très intéressant, très révélateur sur le monde de langue dans lequel nous vivons. Et je vous remercie de votre attention. Et on a quelques minutes pour poser des questions par rapport aux nombreux aspects que je n'ai pas abordés. Alors, moi j'ai une question par rapport au film de Serial Killer que nous avions vu avec Alain Dawson au cours de l'année précédente. Est-ce que ce film va avoir une projection à la télé ou dans les prochains cours de l'université? C'est une pratique linguistique picarde d'aujourd'hui, hein, puisque Serial Killer, c'est quelqu'un qui fait du rap en ch'timi, hein, donc du rap en picard, version département du Nord, et donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant à regarder, surtout que ces textes, il a édité ces textes sous forme de bouquins, et j'ai regardé ça, la langue est intéressante, hein, c'est pas n'importe quoi sur le plan langue, et donc, bien entendu, il se passe quelque chose là de tout à fait nouveau. Enfin, c'est un rappeur, en plus, détail amusant si vous voulez, c'est que c'est un rappeur dont le papa est nordiste et la maman ivoirienne ou l'inverse. Bon, donc il est métis, il a la peau brune. Et alors donc vous avez un gars qui vous fait du rap en picard et qui est métis, quoi. Bon. Et puis ça marche, et puis il le fait avec esprit et tout ça. Bon. Oui, c'est intéressant. Il y a pas mal de groupes qui chantent en picard actuellement et qui chantent des choses qui ne sont pas pour ma génération. Hein. Antenne 3 ou Picardie. Elle donne pas un petit coup de main pour justement faire avancer les choses? Les médias vont faire une chaîne aussi. Alors il est écrit dans le cahier des charges de France 3 qu'elle doit contribuer à la vitalité du patrimoine régional, etc. Alors ils font de temps en temps des petites choses. De temps en temps, il y a des émissions. Alors pendant quelques mois, il y a une émission une demi-heure par semaine, par exemple.
Et puis ça s'interrompt pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, jusqu'à temps que les rouspéteurs de service réussissent à pousser le nouveau directeur, parce que le directeur a changé 3 fois entre-temps, et puis les journalistes ont eux-mêmes une rotation assez forte. Alors disons que c'est un petit peu comme à l'université, quoi. Ça dépend des personnes. Institutionnellement, c'est un strapontin. Bon, et votre propre chaîne, c'est une mission impossible aussi. Monter votre propre chaîne, c'est une mission impossible. Bah, vous savez bien que les Berbères, le conseil régional, oui, c'est intéressant. Intéressant. Le conseil régional envisage actuellement de monter sa télévision et même est engagé dans cette démarche. Il y a que les médias qui peuvent vous aider. Oui, mais le conseil régional, c'est une puissance politique et financière considérable. Bon. Nous avons l'Agence pour le Picard, qui est une association, loi 1901, en convention pluriannuelle avec le conseil régional. Et le conseil régional fait quelque chose en subventionnant l'Agence pour le Picard, qui a actuellement 3 emplois et qui travaille énormément, en particulier, vous connaissez tous, les nombreux festivals de chez Web. Bon, c'est un travail considérable, c'est de l'ordre de 300 spectacles par an, organisés, situés, annoncés, etc. Hein, bon. Donc c'est un travail considérable. Alors, je dis ça en positif, hein. Le conseil régional subventionne des recherches, comme je l'ai dit dans mon exposé, subventionne ça, et voilà, on peut voir les choses en positif, ou alors considérer que les sommes engagées sont ridicules. Et les grosses sociétés de Picardie ne peuvent pas faire une petite boîte pour vous donner un petit coup de pouce pour faire avancer le public? Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner? Après, il y a des publicités. Voilà, alors les publicités, est-ce que les publicités en Picard sont bonnes vendeuses? Ça dépend, ça dépend. C'est-à-dire que si vous vendez un produit local, un produit qui a une forte marque du terroir, ça pourrait tout à fait aider. Bon. Si c'est un produit qui vise l'universel, il ne faut surtout pas mettre de Picard. Donc, par exemple, si vous développez, nous sommes une banque régionale, vous pourriez mettre du Picard. Si vous développez, nous sommes une banque mondiale, vous n'allez pas mettre de Picard. Vous voyez, bon, c'est ce genre de raisonnement. Et donc, il y aurait effectivement une possibilité, mais il y a une énorme réticence, et pour l'instant, il y a très peu de choses qui se font dans ce sens-là, effectivement. Je pense que moi, les chefs d'entreprise ou ceux qui tiennent des grosses sociétés, des grosses infrastructures et qui sont Picard, ils seraient d'accord peut-être d'investir dans un projet comme ça. En plus, ça peut être déduit des impôts, alors autant que ça soit pour faire un coup de pouce, non? J'ai personnellement rencontré le patronat Picard, et il y a des personnes qui ont montré de l'intérêt dans la discussion. Voilà. Et puis il y a quelques petites initiatives dans ce sens-là. Mais par rapport aux Berbères, non, il faut dire autre chose aussi. C'est que les Picards n'ont aucun sentiment ethnique. Hein? C'est pour ça qu'il faut les remettre l'histoire. Voilà. Les Picards n'ont quasiment pas de nationalisme picard, et encore moins d'ethnicisme picard. Et je pense que les Berbères, au contraire, se sentent berbères. Bon. Les Basques se sentent basques. Les Celtes se sentent celtes. Les Celtes se sentent celtes. Les Basques, les Bretons, les Normands. Les Bretons, bon. Les Picards ne se sentent pas une ethnie à part, n'ont pas développé de discours nationaliste. Dans le domaine picard, on en est à une sauvegarde culturelle. On a un patrimoine culturel, et le mouvement culturel picard veut garder ce patrimoine culturel, mais ne prétend pas du tout avoir un côté ethnique. Je vous donne par exemple, dans la littérature picarde, on a des noms polonais, on a des noms italiens, on a des noms arabes qui font du spectacle, et il n'y a pas de... Alors, ce côté ethnique ou nationaliste, dans un sens, on peut se réjouir qu'il n'existe pas ici, dans la mesure où, en France, nationalisme ou ultranationalisme, ça se porte mal quand même.
Bon, pour beaucoup, quoi. On peut se réjouir qu'il n'existe pas, mais d'un autre côté, il est vrai que ça enlève beaucoup de force au mouvement culturel picard et à ce qu'on pourrait appeler la revendication culturelle picard. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans ou 25 ans, c'est fini, ça s'est perdu. Les jeunes de 25 ans ou jusqu'à 30 ans, ceux qui ont 30 ans et plus, ils sont dans la Picardie, et ceux qui sont en dessous, non? Oui, mais non. Il y a une échelle comme ça? Oui, mais non. C'est vrai ce que vous dites, sauf qu'il faut le voir autrement. Nous sommes très très nombreux à avoir cette expérience des adolescents alors, qui ont entendu du Picard, hein, je ne dis pas toujours le Picard, ils ont entendu du Picard dans leur enfance, dans leur milieu, etc. Bon. Mais au moment où on fait des études, où on cherche l'âme sœur, où on cherche à faire sa place au soleil, etc., le Picard, on est dans sa poche. Puis on est dans la modernité, etc. Quand on a trouvé sa petite place au soleil, on se remet à s'y intéresser. Et le Picard, de ce point de vue-là, il est un peu comme les cultures héritées, de façon plus générale. Il y a quelques années, j'avais entendu un gars qui était... il était responsable de la chorale des mineurs polonais. Vous voyez ? La chorale des mineurs polonais de Douai. Bon. Et il disait, moi j'ai toujours entendu parler polonais dans ma famille, mais à 20 ans, personne ne savait que je parlais polonais. Hein. Bon. À la mine, on a toujours parlé patois, comme il dit. Hein. Mais quand on sort et qu'on essaye de faire un autre métier, on ne sort pas son patois. Par contre, maintenant, j'ai un métier, j'ai une famille, et donc, je m'estime en droit et en devoir d'essayer de faire quelque chose pour ma culture de mineur, ma culture picarde, ma culture polonaise. Vous voyez? Mais c'est pas au moment de l'adolescence, c'est pas entre 15 et 25 ans quoi, que ça se passe. Et il y a beaucoup de gens... Alors, on a constaté ça aussi dans d'autres mouvements régionaux. Un certain nombre de militants occitans, bretons, poitevins, etc., sont dans le même cas. C'est-à-dire qu'à 25 ans, ils ne parlaient pas la langue. Ils s'y sont mis après. Alors parfois, le cours à l'université joue un rôle, dans ce sens-là, un rôle de déclencheur. Et puis l'ambiance générale, quoi. Je pense que la Picardie est très 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 méprisée dans la société, que ce soit la Picardie régionale, la Picardie administrative, la langue picarde, la culture picarde. Quand on sort du contexte des picardisans, on entend des horreurs quoi, sur la Picardie. Ah, ça reste, bien sûr. Hein. Je crois que en France, on n'est pas encore prêt à s'ouvrir à la Picardie. Ou alors la Picardie a un manque de communication qui fait que finalement, on se replie sur nous-mêmes. C'est pour ça que je parlais des médias, parce que la communication, ça compte. Mais les médias ce sont des gens qui ont des idées aussi. Hein. Et qui ont les idées dominantes, et qui ont les idées de tout le monde. Quoi, hein, ça s'appelle bien France 3 Picardie. Il va y avoir un moment un peu de Picard, un peu de truc, visionner l'histoire, ceci, une petite heure ou deux par jour. Maintenant, ça ne mange pas de pain, mais s'ils ne veulent pas, je sais pas. Faut taper au il n'y a pas de blocage. Hein. Ah oui, oui, mais tout à fait d'accord. Mais il y a de la réticence. Mais à tout point de vue, hein, les choses se passent sous forme de réticence. Il faut trouver une équipe qui gère ça. Vous savez qu'il y a eu des manifestations devant Radio Picardie, la Radio Bleue maintenant. Il y a eu des manifestations. Hein. Ah non, à Radio Bleu, il y a une émission mercredi. Alors, Radio Bleu fait une émission. Par contre, FR3 fait des actions ponctuelles. Sinon, elle ne s'appelle pas Picardie, alors c'est quand même. Sinon, il ne faut pas vous appeler Picardie. Oui, mais c'est pas. Vous savez bien que c'est pas avec une fou qu'on change la réalité. Ouais. Combien de divisions? Quelles sont les forces qui vont imposer des choses? C'est ça que un mouvement militant ne peut se poser que ces questions-là. Quel est le rapport de force? Les tribunaux, dans ces cas-là. Quand vous voyez, par exemple... Picardie, vous ne donnez pas 2 heures sur la Picardie, filmer l'histoire, la géographie, la langue. C'est ce qu'on vous demande. C'est la vérité. Je sais pas, vous moi, pouvez demander. Picardie, alors.
Vous pouvez demander, je vous prête le papier à lettres et le stylo. Ça, faut voir. Non, mais il y a une énorme réticence. Nous sommes en France. Non, mais nous sommes en France. Il y a une énorme réticence sur ce sujet dans toute la France. Hein, dans toute la France. Alors, ne croyez pas que dans d'autres régions françaises, les choses soient idylliques. On parlait des Bretons tout à l'heure. Actuellement, il y a environ 1% des jeunes scolarisés en Bretagne, 1% des jeunes scolarisés en Bretagne qui bénéficient de cours de breton. Vous voyez? Bon. Pour la Corse, qui est la situation la plus favorable qui existe en France, en Corse, quand on fait un entrefilé dans le journal en langue corse, généralement c'est pour parler du mouvement culturel corse qui revendique des entrefilés dans les journaux. Vous voyez, je veux dire qu'on n'écrit pas en Corse sur n'importe quel aspect de l'actualité. C'est aussi très très restreint. Et pourtant, c'est là où la langue se parle le plus. Hein, bon. Non, avec l'Alsace peut-être. Nous sommes dans un pays qui a une forte culture linguistique. Pour le français, vous savez bien que c'est monumental. Et d'autre part, moi je dirais que on est tous les citoyens français, y compris ceux qui sont très militants pour une langue régionale, sont quand même partagés aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée très répandue qui est l'attachement à la langue française et à l'unité de la France. Vous voyez, ensemble, hein? C'est aussi une idée très forte et qui est dans la tête de chacun. C'est-à-dire que le débat, c'est pas simplement entre les pros et les anti-langues régionales. C'est que environ 2/3 des Français, quand on fait des sondages, 2/3 des Français régulièrement disent « Ah oui, oui, je suis très favorable aux langues régionales ». Bon, et puis, et ça veut dire que le débat, il est à l'intérieur de la tête des gens aussi. C'est une langue, c'est pas un patois. Il peut rentrer dans le dictionnaire. Alors, grammaire. Alors, sur langue et patois, je vais en dire un petit mot quand même. Le mot patois a été inventé simplement pour dire c'est pas une langue. Voilà, mais voilà. Vous avez une façon de parler, mettons qu'on prend un terme neutre, mettons que c'est un idiome. Hein, bon. Cet idiome-là, on ne va pas dire que c'est une langue. Comme langue, on a le latin et le français. Donc tout le reste, c'est des patois. Bon, vous voyez, c'était ça le sens de mot. Non, c'est plus du patois une fois qu'il y a une grammaire et que... Mais c'est pas une question objective, c'est une question de position sociopolitique. Ouais, mais est-ce que Imaginez par exemple que vous avez en Afrique des centaines de langues qui sont des langues. Je vois pas comment on pourrait dire que c'est pas des langues. Bon, eh bien, le colonisateur français a réussi à installer le mot patois en Afrique aussi. Et vous avez des gens qui parlent des langues bantoues et qui n'osent pas dire ma langue, et qui disent mon patois ou mon dialecte. Ouais, bon. J'avais relevé il y a quelques années dans Paris Match, je suis le dentiste forcément, j'avais relevé un article où on parlait du Swahili. Et donc le Swahili, vous savez, c'est cette langue internationale qui concerne 5 ou 6 États de l'Est, du sud-est de l'Afrique. Hein, bon. Et le journaliste parlait du dialecte Swahili. Oui, langue internationale s'il en est. Bon. Donc, vous voyez tout ça? Ben oui, parce qu'une langue africaine, ça ne peut pas être une vraie langue. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et que ce soit le picard qui est proche du français, ou que ce soit le breton qui n'est pas proche du français, ben tout ça c'est des patois, pour le breton on a inventé le terme baragouin, hein, c'est du baragouin. Pour l'arabe on a inventé le terme charabia. Bon, toutes sortes de termes qui disent qu'une chose. Ils ne disent pas forcément qu'on méprise, mais qui disent c'est pas une langue. C'est ça que ça veut dire. Objectivement, et je vous assure qu'on en discute pas mal chez les linguistes forcément, il n'y a pas un linguiste qui peut vous dire
objectivement, ceci est un patois, ceci est une langue. Il n'y a pas de différence linguistique, il y a seulement une différence sociopolitique. Pour moi, un patois, ça serait peut-être la langue populaire comme ça, mais une langue, ça veut dire qu'elle a sa grammaire. Mais toutes les langues ont leur grammaire. Eh ben, c'est une langue alors. Oui. Une fois qu'elle a sa grammaire, c'est une langue. Et toutes les langues ont leur grammaire, même si personne ne l'a encore écrite. Et si les mots rentrent dans un dictionnaire aussi, hein, et toutes les langues peuvent avoir leur dictionnaire, même si personne ne l'a encore fait. Vous savez qu'il y a encore quelques dizaines ou quelques centaines de langues, qui sont des langues, ça ne se discute même pas, dont personne n'a encore écrit la grammaire ou le dictionnaire. Si vous connaissez des jeunes qui ne savent pas quoi faire dans la vie, vous leur dites, hein, il y a des langues dont personne n'a écrit la grammaire. c'est un bon projet. Et donc, ce n'est pas l'existence d'un bouquin qui justifie que ce soit une langue.